Bonjour, je suis effectivement le président de l'association Reprise à la suite de l'indisponibilité de Monsieur Cotellon, le président fondateur, le président historique, et qui est aussi à l'origine du lionnage qui a porté l'inscription du Gros-Ca sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 26 novembre 2014. En fait, cette inscription, le projet même, débute bien avant 2014. Il a commencé avec la convention de 2003, qui est vraiment l'élément essentiel à prendre en compte pour arriver à cet anniversaire, 10e anniversaire. Lorsque la convention est signée et présentée en 2003, M. Cotellon, le président, trouve que ça valide beaucoup de choix qui ont été faits déjà avec l'action du Festival de Gros-Ca. Donc, si on revient à la genèse, en 2003, il ne s'agit pas, c'est une validation, en fait, une orientation qui valide les choix faits par M. Cotellon et par le CAS sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel de Guadeloupe. En fait, cette convention montre que ce n'était pas rien, ce ne sont pas des petites choses, des amusements, il s'agit vraiment d'éléments fondamentaux, importants dans la vie d'une communauté. Donc, il va commencer par faire connaître cette convention et ensuite, on va réfléchir sur les enjeux d'une éventuelle inscription. Ensuite, dans un deuxième temps, après avoir bien fait comprendre les enjeux de cette convention-là, l'intérêt de cette convention, pour la valorisation du patrimoine, il a commencé à faire réfléchir sur l'intérêt d'une inscription et l'intérêt d'une inscription du Gros-Ca en particulier. Et à partir de là, on s'est attaché à faire comprendre à travers des débats, à travers des rencontres, à travers des séminaires, à travers des journées thématiques du Festival de Gros-Ca, comprendre les enjeux de cette inscription et tout l'intérêt pour le Gros-Ca et pour la Guadeloupe. On arrive ainsi à une démarche qui va être, sur vraiment l'inscription pour ou contre. Et si vous saviez les débats que ça a créé, il y a eu d'un côté les partisans avec le lionnage pour Gros-Ca qui s'est constitué autour des reprises et avec M. Cotellon, et collectif pour Gros-Ca qui était un peu les opposants à l'inscription parce avec des arguments de manque de pertinence, de danger pour le Gros-Ca. Et il y a eu une vraie discussion sur cette inscription. Et votre journal, France Antilles, avait tiré Chirage pour alentour à Gros-Ca. Et cette discussion-là nous a amené à vraiment prendre en compte les craintes qui s'exprimaient à travers les critiques du collectif et à bien mesurer les implications et les conséquences de cette inscription parce qu'il s'agit à la fois pour les gens qui étaient pour comme pour les gens qui étaient contre d'un élément que nous aimions tous. Vous voyez, ce qui fédère, ce qui fait le lien, le dénominateur commun entre les opposants et les partisans de cette démarche d'inscription, c'était l'amour du Gros-Ca. Et il fallait vraiment faire une démarche qui valorise cet élément auquel nous tenons tous. Voilà. Donc, on arrive à un travail de militantisme sur le terrain, allant à la rencontre des acteurs culturels, des acteurs institutionnels, des politiques. Vraiment un travail de terrain pour faire comprendre les démarches. Et on arrive à une pétition de soutien qui recueille plus de 3100 signatures et qui est une pétition qui est jointe au dossier et qui peut être consultée sur le site de l'UNESCO, et à une sensibilisation des élus autour de cette démarche. Et 30 communes sur 32 vont prendre une délibération qui soutient la démarche de l'inscription. Voilà. Ensuite, il y avait certaines communes, il y avait aussi un engagement de soutenir financièrement cette démarche, tout n'a pas été fait, mais nous retenons surtout l'adhésion de 30 communes sur 32 qui ont pris en conseil municipal une délibération
qui soutient cette démarche d'inscription. Et pour revenir à l'élément, à la journée historique du 26 novembre, elle tombait en même temps que le congrès des maires. C'est pour ça que à cette journée-là, nous avions la présence de beaucoup d'élus qui ont assisté à ce moment historique de l'annonce de l'inscription. Et ce soutien à la fois populaire et institutionnel a vraiment montré, symboliser l'adhésion de toute la communauté, une grande partie de la communauté à cette démarche d'inscription. Le Gwoka est inscrit sous la forme Gwoka, musique, chant et danse, élément représentatif de l'identité guadeloupéenne. Et c'est cette notion même d'identité guadeloupéenne qui nous semble fondamentale dans la démarche d'inscription, et c'est cela que nous voulons rappeler. Il ne s'agit pas juste d'inscrire le Gwoka, il s'agit derrière de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde qui sont inscrites au dossier à l'UNESCO. Au moment où nous nous engageons dans cette démarche, il ne s'agit pas de faire admettre aux Guadeloupéens que le Gwoka est leur, et le Gwoka est un élément de leur identité, c'est déjà fait. Donc, il y a tout ce travail, je vous rappellerai les obsèques de vélo, les moments où le Gwoka a contribué à des causes militantes, donc, et avec tout le travail du camp patriotique. Donc, le Gwoka est déjà un élément vraiment représentatif. Il s'agit de le faire comprendre, de l'inscrire dans un réseau international, de lui donner une reconnaissance, une visibilité à l'international parce qu'il est déjà reconnu par la communauté d'origine. Ce n'est pas l'UNESCO qui reconnaît le Gwoka et qui va nous faire comprendre son importance. C'est cette importance-là qui nous a paru légitimer la démarche d'inscription. Donc, quand M. Cotellon commence ce travail-là, il prend le soin de vraiment impliquer tous les acteurs et notamment les représentants du camp patriotique qui ont vraiment contribué à la sauvegarde du Gwoka à travers toutes les actions militantes des années 70 et les décennies suivantes, et qui ont compris qu'il ne s'agit pas d'enfermer un élément, de soumettre un élément à aucune instance internationale, mais bien de lui donner une force, une visibilité et une valorisation à l'échelle internationale. Donc cette inscription-là me semble un élément important dans l'expression d'une identité au sein d'une république qui se déclare, qui se veut, à travers sa constitution, une et indivisible. C'est-à-dire marquer l'existence d'un élément représentatif d'une identité particulière à l'intérieur d'un ensemble plus grand me semble un élément important. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je me permets de vous présenter cet ouvrage qui est Gwoka, en l'esprit en Kilti, on Timoso patrimoine Guadeloupe pour l'humanité, en gros, et maintenant. Les enjeux pour le territoire et les perspectives. C'est-à-dire que le lionnage mené par M. Cotellon a toujours dit qu'il ne s'agit pas de la recherche d'un label, d'une certaine façon, juste inscrire une ligne sur une carte de visite et pour dire vraiment on est reconnu. Non, il s'agit d'un travail qui met la valorisation du patrimoine culturel immatériel au centre des politiques publiques. Vraiment. Et c'est cette démarche-là qui vise à faire comprendre que ce ne sont pas des dépenses vraiment d'amusement, de divertissement, que la valorisation du patrimoine est un enjeu pour le territoire et qui a des retombées économiques, sociales, et faire comprendre l'importance de la transmission de ces éléments-là dans les programmes scolaires, et aussi les activités, les métiers qui sont derrière cette valorisation du patrimoine immatériel. Pour les gens de ma génération et les gens de la génération de Félix Cotellon et un peu avant, on devait faire le choix entre un métier sérieux, souvent, et puis
le patrimoine, c'était Bitavier-Nègre. Et souvent, ces métiers du patrimoine n'étaient pas vus comme des filières à part entière. Donc, pour faire ces choix, souvent, c'était des actes individuels de rébellion, vraiment, comment dire, de choix personnels, mais qu'il n'y avait pas une valorisation de ce patrimoine comme étant une possibilité de métier comme les autres. En fait, on a vu que vélo, quand on dit vélo, c'était Viennègue, en fait. Mais c'est un pilier de cette transmission. Et il y a beaucoup d'autres, mais qui ont fait le choix d'une rupture avec le projet conformiste de l'époque. Aujourd'hui, nous voulons faire sensibiliser les jeunes sur les métiers qu'il y a dans le patrimoine immatériel, qui sont des filières à part entière et des filières d'excellence. Parce que il y a la pratique de tel ou tel élément, mais il y a aussi des métiers derrière sur la valorisation de ces éléments-là. Et nous ne voulons pas être absents de ces registres où quand on parle au niveau expert, au niveau universitaire, quand on parle de ces éléments que nous pratiquons, que ce soit les spécialistes étrangers qui en parlent. Nous voulons sensibiliser nos jeunes aux chances qu'ils ont de pouvoir vivre d'un patrimoine qui marque leur identité. Alors, lorsque nous travaillons aussi sur le gros cas, nous voulons sensibiliser à la diversité, à la richesse du patrimoine immatériel de Guadeloupe. Quand on regarde bien, il y a près d'une trentaine d'éléments, si on doit les lister sur un tout petit territoire. Cette diversité reflète l'histoire, mais aussi est une chance pour élaborer une politique culturelle, publique. Et c'est à ça que nous voulons sensibiliser les collectivités, les institutions. Et depuis l'inscription, ça a été justement un élément important de notre campagne, si vous voulez dire, s'il n'y a pas de démarche d'argent, mais j'en prends avec le terme de on a assuré le service après-vente. En fait, on a fait l'inscription et maintenant, voilà, la question est maintenant. La question, c'est de dire, oui, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Il y a aussi des actions à mener, qui est, par exemple, premièrement, faire prendre en compte le nouveau statut patrimonial du gros cas. En fait, quand on inscrit un élément sur la liste représentative, ce n'est pas un élément qui est en danger, mais il acquiert un nouveau statut et qui doit changer le regard des acteurs publics. C'est-à-dire qu'il est au même niveau que le patrimoine naturel ou le patrimoine bâti. C'est-à-dire que lorsque vous mettez 1 € pour, par exemple, rénover un fort, rénover une bâtisse qui a un caractère historique, c'est un engagement public avec des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Le patrimoine immatériel doit faire doit bénéficier de la même attention. Nous voulons attirer l'attention sur l'égalité de statut entre les différents patrimoines. Et c'est ça l'objet principal de l'inscription. C'est inciter les acteurs à mettre autant pour la rénovation d'un fort que pour la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Et vous constatez qu'on est loin de cet équilibre. Voilà. Donc, c'est un élément important, c'est le nouveau statut du patrimoine immatériel. C'est pas des petites choses comme ça, des amusements qu'on met sur un podium, non. C'est un champ économique et qui doit faire l'objet de toute l'attention des acteurs publics et institutionnels. C'est un élément important pour, lorsqu'on fait des éléments de valorisation, on peut s'appuyer sur un élément inscrit à l'UNESCO et ça a eu des conséquences directes sur à la fois la valorisation en interne en Guadeloupe, mais aussi dans la région Caraïbes, la sous-région Caraïbes dont nous faisons partie. Ça a donné l'inscription des yoles en Martinique, ça a donné l'inscription de la montagne pelée, ça a donné la démarche d'inscription des Touloulous en Guyane. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui incite les gens à vraiment, ce que les gens font là, c'est pas que de l'amusement. Derrière ça, il y a beaucoup de choses. Une exploitation qui peut être à la fois commerciale, mais aussi une action qui doit préserver, sauvegarder
cet élément-là. Donc, la retombée, ça a été de faire comprendre, connaître la Convention et aussi faire comprendre l'importance du patrimoine immatériel. Oui. Et pour arriver à la transmission, justement, que ça doit intégrer les programmes scolaires. Et ce travail ne doit plus être seulement fait par des associations ou alors certains enfants qui grandissent en Guadeloupe peuvent, si les parents n'en font pas le choix de les inscrire dans une association, peuvent commencer en maternelle à 2 ans et demi, finir avec le bac sans jamais vivre cet élément-là au cours de leur scolarité. Oui. Donc, on voudrait que ça soit intégré au programme scolaire pour assurer la transmission. Autre élément important sur la transmission, c'est aussi le mot sauvegarde, qui veut dire plein de choses, et notamment inciter les gens sur se méfier d'une fausse, entre guillemets, vitalité. Par exemple, si vous prenez le quadrille, il y a beaucoup d'écoles de quadrille, mais on enseigne principalement la danse, qui a un regain d'intérêt chez les jeunes, et qui vraiment sert le lien intergénérationnel. Ça, c'est important. Mais il y a un danger, c'est la transmission de la musique. En fait, quand on danse, on apprend les cas de figure, mais on le fait souvent sous des CD. Et tout ce qui est sillac, accordéon, tamboudi basse, les éléments de la musique vivante, il y a une déperdition. Donc, cette musique qui accompagne la danse, il se retrouve en danger. En même temps où on a l'impression que de plus en plus de gens apprennent le quadrille. Oui, c'est pour ça que je vous parle d'une vitalité en trompe-l'œil. Parce que derrière, si on ne fait pas attention, les musiciens sont en général très âgés et s'ils ne transmettent pas, on n'aura plus que les musiques enregistrées et qu'il n'y aura pas ce renouveau pour assurer un bal avec un orchestre. Oui, donc on va danser sur les CD. Et c'est ce danger-là sur, en particulier, la musique quadrille. Donc, pour arriver au rôle de reprise est un centre de ressources. En fait, directement, nous ne donnons pas de cours de danse, mais les différents membres du conseil d'administration sont 99% des acteurs de la transmission. Ils sont dans des associations qui, eux, transmettent le gros-cas, le quadrille, les arts traditionnels, la connaissance du patrimoine naturel, en fait, les savoir-faire traditionnels. Donc, ce reprise ne donne pas de cours, mais ces membres assurent la transmission dans leurs différentes associations. Et ces associations sont aussi membres adhérents de Reprise. Reprise, son travail, c'est de valoriser ces actions de transmission. C'est pour ça que nous avons fait des livres sur les champs marins, les champs de labour, les différents quadrilles de Guadeloupe et de Marie-Galante, et on a des projets sur les chants de veillée et le boulaguel, et aussi, quand je vous parle de diversité, beaucoup de projets sur la valorisation et la documentation de la culture indo-guadeloupéenne. Vraiment. Donc, c'est ça le travail de reprise. Donc, nous continuons ce travail de valorisation du patrimoine immatériel et de connaissance de la Convention. Nous étions une association ONG accréditée jusque l'année dernière. Nous mettons en œuvre pour retrouver cette accréditation, mais le travail de valorisation de la Convention continue. Et il y a des associations qui ont toujours été à côté du travail en partenariat avec le festival et Reprise et qui ont accompagné la démarche d'inscription. D'autres qui étaient plus ou moins hésitantes mais comprennent aujourd'hui les enjeux et sortent d'une posture d'opposition pour entrer dans un travail commun. Et à l'occasion du 10e anniversaire, c'est vraiment important de voir que des personnes qui étaient plutôt sceptiques comprennent les enjeux aujourd'hui et on arrive dans ce 10e anniversaire à avoir des actions communes sans tenir compte des positionnements des gens au moment de la campagne d'inscription. Voilà.
Un des enjeux vraiment de pour réactiver les mémoires, c'est comprendre que beaucoup d'acteurs à titre personnel, et on voit ça dans les communes, beaucoup d'acteurs à titre personnel aiment beaucoup le gros cas, même le pratiquent dans des fêtes, des événements, mais dans la politique, dans l'offre culturelle qui est proposée à la population, ça ne se reflète pas. Et l'enjeu, c'est ça, que ça ne reste pas une pratique privée, une pratique déconsidérée, une pratique qu'on a un peu du mal à énoncer. Par exemple, dans une promotion qui est faite pour sensibiliser aux possibilités d'activités pour les enfants en début d'année scolaire, on entend beaucoup d'énumérations et on entend les percussions. Oui. Donc, on peut considérer que le gros cas fait partie, peut être attaché à l'élément percussion, mais il n'est pas nommé en tant que tel. Voyez, et il est au-delà des simples percussions. Oui. Donc, c'est ce travail d'appropriation de ce patrimoine par les acteurs publics, institutionnels, politiques, pour en faire un levier de développement du territoire. Voilà l'objet et le but de l'inscription. Et un élément d'évolution, ça sera un peu une déconnexion des différents éléments, c'est-à-dire ce ne sera pas toujours deux boulas, un marqueur, une danseuse, des répondants. Ça va être, par exemple, dans des musiques autres, on va avoir un peu de gros cas. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est Rosa Monza qui a fait un dernier CD. Il va faire du gros cas, mais sans les tambours. Vous voyez, c'est toujours du gros cas. On va avoir, par exemple, ça a déjà été fait, par exemple, défunt Patrick Saint-Éloi, c'était un peu ça. Vous voyez, mettre le gros cas sans que ça soit, on va dire, un acteur du gros cas, mais le gros cas est présent dans sa musique. On a vu aussi beaucoup le trio d'Elgrès qui fait une belle carrière à l'international. Vous voyez, l'inspiration, c'est vraiment guadeloupéenne. Vous voyez, il chante en créole. Il y a Raymond Thorin qui a été sollicité par l'Université de la Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup de Japonais, beaucoup d'Allemands qui s'intéressent à la fois au créole, au rhum et au goka. Vous voyez, donc, et beaucoup d'Antillais de la diaspora qui vivent en région parisienne, qui vivent à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, s'approprient cette inscription pour démarcher à l'international. Donc, ce qui nous paraît un élément qui est, à la limite, mineur, est vraiment utilisé comme une clé. Vraiment, nous n'avons pas tendance à percevoir l'importance de ce réseau international qui se constitue à partir de l'inscription. Vraiment, et s'il faut vraiment mettre en avant quelqu'un, c'est vraiment Monsieur Cotellon pour sa vision et l'énergie et l'expertise qu'il a mise au service de la valorisation du patrimoine et au GOCA qui a abouti, je dis pas abouti, dont l'inscription a été une étape vraiment historique.